Les questions de Mr. Y. Comment écrire un texte philosophique? Alors, comment écrire un texte philosophique? Pour commencer, c'est super important de faire une distinction entre les discussions philo et l'écriture d'un texte philo. C'est pas la même chose. Parce qu'une discussion philo, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup plus rapidement. Quand on échange puis qu'on discute entre nous, on échange des idées puis ça va très très rapidement. On est ensemble pour co-construire notre idée puis élaborer notre point de vue conjointement les uns avec les autres. En ce sens-là, le fait qu'on échange, ça fait que l'addition, c'est très éphémère. Ça passe rapidement et ça ne dure pas. Au contraire, le texte philosophique, lui, va être dans une autre démarche, une démarche beaucoup plus lente, où on a à réfléchir individuellement sur ce qu'on pense pour élaborer notre point de vue. Bien entendu, notre point de vue peut s'élaborer à partir de références ou de repères qu'on va avoir entendus ailleurs ou lus ailleurs. Mais l'idée, c'est d'organiser notre pensée pour rendre notre pensée plus durable en laissant des traces pour qu'on puisse prolonger le dialogue. En ce sens-là, le texte philo qu'on va l'écrire, il faut le penser dans une démarche qui est plus lente, plus réflexive, individuelle, tout en allant chercher des éléments ici et là pour être capable de laisser une trace à la personne ou aux personnes qui vont lire ensuite. Alors, une fois qu'on comprend ça, il y a différentes façons de faire des textes philo. Moi, ce que je vous propose là, c'est une façon de faire. Il y en a plusieurs autres façons de faire, mais c'est une façon qui va vous aider à structurer votre pensée, à structurer votre raisonnement et à faciliter la lecture de ça. Alors, comment écrire un texte philo? Première étape que je vous suggère, c'est d'expliquer le problème. En quoi consiste le problème? D'où vient le problème? Quelles sont les causes et conséquences? Quelles sont les personnes impliquées? Expliquer le problème permet au lecteur de mieux savoir de quoi vous parlez, dans quel contexte ce problème-là s'inscrit. Alors, ce n'est pas juste de mettre une question, mais c'est de permettre de comprendre la question s'insère dans quel contexte. Alors, une fois que vous avez expliqué votre problème, ce que vous avez à faire ensuite, c'est de définir les concepts importants. Quand vous avez votre question, c'est de dire, ben, voici les concepts importants, voici comment moi je les conçois et voici comment je vais les travailler. À partir de ces concepts-là, vous êtes ensuite capable d'aller plus loin pour, dans la portion suivante, prendre position. C'est là que vous pouvez vraiment élaborer votre point de vue et dire ce que vous pensez de la question ou de la problématique qui a été choisie. Pour faire ça, ben, vous allez donner une hypothèse. Cette hypothèse-là va reposer probablement sur des préjugés qu'il va peut-être falloir dégager pour être capable de montrer que vous les comprenez bien. Votre hypothèse va aussi vous permettre de faire des liens entre l'explication du problème que vous avez eu avant et les définitions que vous avez utilisées. Alors, mettre ça ensemble vous permet de faire une hypothèse qui va être intéressante. Une fois que votre position est présentée, vous devez aussi justifier votre point de vue. Alors, votre position doit être justifiée. Comment vous allez faire ça? En utilisant des habiletés de pensée que vous connaissez déjà. Donner des raisons, donner des critères, des valeurs, des repères, des causes qui vous permettent de dire en quoi votre position est valide ou valable. Vous allez aussi identifier les conséquences du point de vue que vous avez élaboré. Alors, conséquences qui peuvent être pour vous, pour les autres, pour l'environnement, pour la société, alors pour différents groupes ou aspects. Ça aussi, identifier les conséquences va vous permettre de voir, ça marche ou ça ne marche pas la position que j'ai. Parce que parfois, si on arrive à des conclusions qui n'ont pas d'allure, peut-être que notre position n'a pas d'allure. Vous avez donné votre hypothèse, dégagé les présupposés, justifié, donné des raisons. Il vous reste ensuite dans votre position à illustrer votre point de vue. L'illustration du point de vue est super important parce que ça permet de rendre concret ce que vous pensez. Concret en donnant des exemples, des métaphores, des comparaisons, des analogies, des liens avec l'actualité. Ce sont des éléments qui vont nous permettre de rattacher au concret et de mieux comprendre votre point de vue. Alors, c'est important de faire ce type d'exercice-là, d'utiliser ces habiletés-là pour être capable de prendre position. Une fois que vous avez expliqué, que vous avez défini les concepts, que vous avez pris position, vous pouvez ensuite, quatrième étape, explorer d'autres points de vue. Alors, vous avez dit quelque chose, est-ce qu'il pourrait y avoir des contre-exemples à ça? Quel serait l'envers d'une position par rapport à ça? Ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de voir les limites de votre propre point de vue. Ça vous permet de voir qu'est-ce qui marche pas
et parfois de vous auto-corriger dans ce que vous allez avancer. En ce sens-là, quand vous allez arriver à la conclusion, vous êtes capable d'avoir une position finale plus nuancée qui va être bien construite. Ça vous amène finalement à faire l'ouverture qui là va vous permettre d'aller vers autre chose, d'explorer différents aspects que vous n'avez pas eu la chance d'explorer dans votre réflexion écrite, parce que un des problèmes d'une réflexion écrite, c'est qu'on ne peut pas tout mettre. Il faut se limiter à certains aspects. L'ouverture permet justement d'aller vers autre chose. Quand vous allez écrire un texte philo dans le cadre de mon cours, vous pouvez suivre cette démarche-là qui est intéressante, qui va vous aider à structurer puis à réfléchir, à structurer votre pensée et à présenter votre réflexion. Mais je vous demande, en plus de faire ça, d'identifier les habiletés de pensée que vous allez avoir utilisées. C'est-à-dire que dans votre texte, je vais vous demander de mettre entre parenthèses ou avec une charte de couleurs les différentes habiletés de pensée que vous allez utiliser. Ça me permet de voir que vous êtes conscient de ce que vous faites et que vous êtes en mesure de bien maîtriser ces différents éléments. Une fois que j'ai dit tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un exemple. Alors, si on a la question, peut-on penser sans mots? Comment qu'on peut écrire un texte philosophique? Alors, comment on peut faire ça? Comment peut-on penser sans mots? Alors, première chose, on explique le problème. Alors, si j'explique le problème, tous les jours, nous pensons à beaucoup de choses, mais nous ne prenons pas vraiment le temps de réfléchir sur ce qui nous permet de penser. Alors, ça veut dire que OK, on pense à plein de choses toujours, mais qu'est-ce qui fait qu'on peut penser? Les mots semblent avoir un rôle important dans notre capacité de penser. En ce sens, peut-on penser sans mots? Pour répondre à cette question, je vais tenter de définir le concept pensée et mots pour montrer que nous ne pouvons pas penser sans représentation. Vous voyez que expliquer le problème, ça peut ressembler beaucoup à ce qu'on va faire dans une introduction dans un texte français. Alors, vous pouvez réutiliser les mêmes aspects du sujet amené, du sujet posé avec votre question et du sujet divisé de ce que vous allez faire. Alors, ça peut être un outil qui peut être intéressant pour ça. Alors, une fois que j'ai expliqué le problème, ensuite, je suis capable de définir les concepts. Alors, on peut définir penser comme une action intellectuelle que les humains font pour comprendre, se représenter ou modifier le monde qui les entoure. Quant aux mots, on peut définir comme un son ou un groupe de sons qui représente quelque chose. Par exemple, le mot hibou représente un oiseau de proie nocturne aux grands yeux. Alors, ici, on vient de définir pensée, on vient de définir mot. Ça nous aide ensuite pour le reste de la réflexion. Troisième étape que je vous proposais, c'était de prendre position. Alors, est-ce qu'on peut penser sans mots? Ben, je suppose qu'on ne peut pas penser sans mots. Ça, c'est mon hypothèse. Alors, vous voyez ici ce que je fais. Je suis vraiment, puis je l'ai fait aussi à l'autre d'avant, je mets entre parenthèses les habiletés de pensée que j'utilise. Alors, je suppose qu'on ne peut pas penser sans mots. Ça, c'est mon hypothèse que je viens de faire. Les mots permettent de représenter les choses dans notre tête. Ça, c'est la raison que j'utilise. Alors, encore ici, je mets entre parenthèses l'élément, l'habileté de pensée que j'utilise. Si je continue ma réflexion, alors ma prise de position, alors je pense que c'est grâce aux mots qu'on peut représenter les choses dans notre tête. Si nous n'avons pas de représentation, nous ne pouvons pas comprendre ou expliquer le monde. Ça, c'est les conséquences. Alors, si effectivement, je n'ai pas de représentation, comment je peux faire pour me représenter le monde? Nous n'avons pas un hibou dans la tête quand on pense. On a sa représentation grâce aux mots. Effectivement, je n'ai pas un hibou dans ma tête, j'ai juste sa représentation. C'est vraiment l'association des représentations qui nous permettent de penser. C'est une autre hypothèse que je fais. Puis je vais vous donner un exemple. Si je vois un hibou foncer sur un petit rongeur, j'associe tous ces éléments-là, le petit hibou, le rongeur, la plongée, la descente que le hibou fait, mais je peux comprendre que tout ça, c'est parce que le hibou est en train de chasser. Alors, je mets en relation les représentations pour penser le monde qui m'entoure. Alors, je viens de présenter ma position. Qu'est-ce que j'ai fait? Donner des hypothèses, des raisons, des conséquences. J'ai illustré mon point de vue. J'ai même fait d'autres hypothèses pour aller plus loin dans ma réflexion. Une fois que j'ai pris position, je regarde l'envers d'une position. Qu'est-ce qui peut avoir ça? Comment je peux envisager autre chose? Ben, par contre, il n'y a peut-être pas juste les mots qui peuvent représenter les choses. On peut se représenter les choses par des images, sans mots. Alors ça, ce serait comme l'envers d'une position. En fait, je peux imaginer un hibou dans ma tête pour y penser. Alors, je ne suis pas obligé d'avoir un mot hibou, je peux juste avoir l'image de hibou dans ma tête. En ce sens, les mots ne sont pas les seules représentations possibles du monde qu'on va avoir.
Si je peux conclure finalement à partir de ça, ben pour conclure, je pense qu'il n'y a pas seulement les mots qui nous permettent de penser, mais aussi d'autres représentations comme les images. Alors, je viens de faire une autocorrection par rapport à ma première hypothèse que je venais de donner. Qu'en est-il pour les sourds et les aveugles? Eux qui n'ont ni les mots ni les images, est-ce qu'ils sont capables de penser sans mots, sans images? Alors, c'est mon ouverture que je fais à la fin. Alors, ça va donner une idée un peu de comment on organise un texte philo. Alors, comment on écrit un texte philo? On garde en tête, on explique le problème, on définit les concepts importants, on prend position, on envisage d'autres options et on conclut notre réflexion. Alors, c'était la question comment écrire un texte philo. Merci d'avoir écouté les questions de Mr. Y et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Bye!